Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Alors en effet, pour cette communication, donc nous sommes plusieurs chercheurs pluridisciplinaires en sciences, en mathématiques, en histoire, en français, en didactique du français notamment. Et nous serons deux aujourd'hui à intervenir sur cette communication et notamment la question de la prise en compte de la diversité des élèves dans une perspective inclusive. Donc, Agathe Lessens prendra le relais juste après. Alors voilà, donc cette communication est issue d'une recherche en cours, le projet ETHER, qui est un projet qui réunit, donc, comme je le disais, une équipe pluridisciplinaire de chercheurs formateurs, ainsi qu'une équipe d'enseignants maîtres formateurs exerçant dans le premier degré et intervenant dans la formation initiale à l'INSPE, et précisément l'INSPE de Lille et le site de Gravelines. Alors, parmi les nombreux objectifs, l'un d'entre eux, en tout cas au niveau de cette recherche, c'est de comprendre comment les enseignants prennent en compte la diversité des élèves dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. Cette recherche à visée exploratoire interroge les représentations et les pratiques de futurs professeurs des écoles, ainsi que celles d'enseignants plus expérimentés, afin d'améliorer, ou en tout cas de proposer des pistes d'amélioration pour les dispositifs qui sont proposés dans le cadre de la formation initiale. Nous avons réalisé 2 enquêtes, l'une menée auprès d'étudiants à l'entrée en formation, notamment en M1, et l'autre menée auprès de fonctionnaires stagiaires, donc en M2, en stage en responsabilité, mais également d'enseignants maîtres formateurs, sur les pratiques de différenciation qu'ils mettent en place. Nous sommes également en train de réaliser des observations, alors on a dû interrompre à cause de la crise sanitaire, mais des observations de classe sont également prévues, ainsi que des entretiens semi-directifs, pour réfléchir à la manière d'accompagner au mieux les néo-enseignants dans un contexte d'école inclusive. Donc l'enquête menée auprès des fonctionnaires stagiaires nous a permis déjà de mettre en évidence les compétences de ces enseignants par rapport à la gestion de l'hétérogénéité au bout de 3 mois de responsabilité en classe, ce qui a fait l'objet d'une première publication en début d'année. Et cette première enquête a été prolongée afin d'observer l'évolution des compétences de ces fonctionnaires stagiaires dans la prise en charge de la diversité des élèves après 6 mois en responsabilité. Et c'est ce qui constituera l'objet de cette communication aujourd'hui. Les résultats mettent en évidence les pratiques de différenciation d'enseignants novices face à la gestion de l'hétérogénéité au bout de 3 mois et 6 mois de responsabilité, les élèves visés par la différenciation pédagogique dans les classes de ces enseignants débutants, les disciplines concernées par la différenciation, mais également les principaux obstacles que rencontrent ces enseignants débutants. Alors, pour rappel, puisque je suis passée assez vite, voilà, le public qui a été la cible, en tout cas qui a été interrogé, 57 étudiants en Master 1, que nous avons retrouvés pour la plupart en deuxième année en tant que fonctionnaires stagiaires, mais pas que, et des enseignants maîtres formateurs. Alors, pour vous donner vraiment très rapidement quelques éléments théoriques, l'ancrage théorique de cette étude se situe dans la lignée des travaux qui portent sur la différenciation pédagogique, et en particulier les travaux qui ont montré les difficultés de sa mise en œuvre. Je pense notamment aux travaux de Prudhomme, de Bautier-Guagou, de Piquet, etc. La littérature de recherche peine à démontrer l'efficacité des pratiques enseignantes en matière de différenciation, et va même jusqu'à dénoncer certains écueils, et notamment l'amalgame entre différenciation et individualisation, également tout ce qui est surajustement didactique ou sous-ajustement, en tout cas une différenciation qui conduit parfois à un accroissement des inégalités scolaires. Beaucoup de recherches démontrent également que si les enseignants sont conscients de la diversité des élèves, eh bien, peu d'entre eux différencient véritablement leur pédagogie, notamment les travaux de Prudhomme en 2005. Alors, avec la refondation de l'école de la République et l'entrée en vigueur des nouveaux programmes, la communauté éducative est davantage mobilisée pour une école plus juste, une école en tout cas qui favoriserait la réussite de chaque élève et une école qui serait capable de lutter contre toutes les formes de discrimination dans une démarche inclusive. Ce terme d'école inclusive ou d'éducation inclusive, plébiscité par les instances internationales, notamment comme l'ONU, l'UNESCO, etc., recouvre beaucoup de définitions. Longtemps associée au champ du handicap, l'inclusion désigne désormais l'exigence faite au système éducatif d'assurer la réussite scolaire et l'inscription sociale de tout élève, indépendamment de ses caractéristiques individuelles ou sociales.
Promouvoir une éducation inclusive supposerait donc de prendre en compte les différences interindividuelles et d'élargir la notion de besoin éducatif particulier qui a été proposée par le ministère. Autrement dit, il s'agirait de s'adapter à la diversité des apprenants et donc d'identifier au préalable les différences ou les particularités des élèves pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. La question qu'on est en droit de se poser, c'est quelles sont ces différences? De quelles différences parle-t-on? Au-delà du handicap ou des troubles d'apprentissage, quelles sont les caractéristiques individuelles des apprenants dont il faudrait tenir compte? Comment répondre aux particularités de chaque élève et comment dépasser le constat de la diversité pour la traduire en action dans les classes? Alors, dans cette contribution, nous allons explorer un certain nombre d'éléments, notamment les élèves concernés par la différenciation pédagogique dans les classes de ces enseignants débutants, la manière dont ces enseignants répondent aux besoins des apprenants après 6 mois d'ancienneté sur le terrain, les disciplines dans lesquelles ces enseignants déclarent proposer un enseignement différencié, et enfin les raisons qui sont évoquées pour expliquer telle ou telle discipline, la différenciation dans telle ou telle discipline. Alors, je vous propose déjà les premiers résultats, puisque nous sommes encore en train de traiter les résultats de cette enquête. Alors, à la question « Quels sont les élèves concernés par la différenciation ?» Nous avons procédé donc à une enquête en ligne, un questionnaire qui a été envoyé à une soixantaine de stagiaires. Et nous avons donc, à partir de leurs réponses, procédé à un relevé sémantique des expressions et des qualificatifs qu'ils utilisent pour évoquer les élèves pour lesquels ils déclarent proposer une différenciation pédagogique. Alors, le graphique suivant montre justement les élèves concernés par la différenciation. Alors, nous retrouvons tout d'abord la désignation classique, largement répandue pour parler des élèves qui n'arrivent pas à suivre les apprentissages, les élèves dits en difficulté, et ceux au contraire qui parviennent mieux que les autres, à savoir les élèves en réussite. Autrement dit, une manière de caractériser les apprenants à travers leur rapport à la norme. Je fais référence ici aux travaux de Kahn, notamment, qui s'est longuement penché sur cette désignation d'élèves en difficulté. Près de 77% des enseignants stagiaires évoquent en effet la difficulté scolaire pour justifier la mise en place de pratiques différenciatrices ou les élèves en réussite. Une distinction entre les réponses qui nous avaient été données à 3 mois d'ancienneté. Au bout de 3 mois, les enseignants ne percevaient la différenciation que sous l'angle de la difficulté. Au bout de 6 mois d'ancienneté, eh bien, ils évoquent également les élèves en réussite. Alors, nous avons procédé à une analyse détaillée des termes utilisés par ces enseignants et l'analyse montre que l'expression « élève en difficulté » est très ambiguë dans le discours de ces enseignants et comporte surtout de nombreuses exceptions. 77% des enseignants font référence aussi bien aux élèves qui ont cumulé des retards importants qu'aux élèves qui achoppent sur un point ou dans un domaine à un moment de leur parcours. Et puis, à côté de ces élèves en difficulté, eh bien, ces enseignants évoquent pour 38% d'entre eux des élèves à besoins éducatifs particuliers, donc comme s'il s'agissait d'une catégorie d'élèves identifiés à part, des élèves porteurs de troubles, par exemple, mais également les élèves allophones, et puis les élèves qu'ils accueillent dans le cadre de l'inclusion, notamment lorsque l'école dispose d'une ULIS. Ce sont ces élèves qui ont souvent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, par exemple. De la même façon, lorsqu'ils évoquent les élèves en réussite, eh bien, ces élèves mentionnent différentes expressions, des élèves avec des facilités, des élèves doués, des élèves qui ont des capacités avancées, des élèves à l'aise dans les notions, voilà les expressions que l'on retrouve, les élèves performants ou encore des élèves pour qui les tâches semblent aisées. Dans cette catégorie se trouvent également les élèves qui finissent avant les autres, avec des stagiaires qui du coup mettent sur le même plan à la fois les aptitudes intellectuelles supposées supérieures à la norme de leurs élèves, mais le rythme d'apprentissage aussi. Ce qu'on remarque, c'est que finalement sont écartés tous les apprenants qui ne se situent ni dans la difficulté, ni dans la facilité, les apprenants que l'on pourrait qualifier d'apprenants intermédiaires ou dans la norme, et pour lesquels les différences ne sont ni frappantes, ni suffisamment déstabilisantes pour ces enseignants, de façon à les prendre en compte. Nous avons tout de même 7,6% des stagiaires, moins d'un enseignant sur 10, qui déclarent envisager la différenciation pour tous les apprenants et sans exception, en fonction des besoins. Alors, suite à cette question, nous leur avons demandé s'il y avait dans leur classe des élèves qui auraient besoin d'une différenciation, mais pour lesquels ils n'arrivaient pas
à la proposer? Et la réponse est sans équivoque. Les 3/4 de ces enseignants, ils sont près de 76%, à estimer qu'il y a beaucoup d'élèves dans leur classe pour lesquels ils n'arrivent pas à adapter les apprentissages parce qu'ils ne savent pas. Alors, on évoquera les raisons ensuite plus tard, mais voilà, en tout cas, ils reconnaissent pour les 3/4 d'entre eux que leurs apprentissages ne sont pas adaptés à tous les apprenants et ils aimeraient différencier, cette fois-ci, pour tous les élèves en fonction de leurs besoins. D'où la courbe rouge. Après avoir passé en revue les élèves qui sont concernés par la différenciation, nous les avons interrogés sur les types ou les formes de différenciation qu'ils mettent en place. Alors, ça a été sous forme de questions très ouvertes. Comment faites-vous pour vous adapter, pour gérer les différences de vos élèves dans le cadre de l'enseignement-apprentissage? Donc, ces enseignants, les réponses, en tout cas, qu'ils nous ont données, ont été analysées et codées de la manière suivante. Donc, nous avons identifié 7 types de différenciation utilisés par ces enseignants débutants. Le type A, qui est l'allègement de la tâche, c'est lorsque l'enseignant débutant nous dit qu'il réduit le nombre d'exercices ou il va en donner moins à faire à certains. Le type B, c'est lorsque l'enseignant stagiaire nous explique qu'il accorde une aide particulière, mais sous forme de reformulation ou d'explicitation, ou qu'il prend un petit groupe d'élèves dans le cadre d'un groupe de besoins pour retravailler. On a également mis le tutorat dans cette aide accordée spécifiquement par l'enseignant. Le type C, c'est lorsque les enseignants nous expliquent qu'ils mettent à disposition les outils qu'ils ont construits ou co-construits dans la classe. Type D, lorsque ces enseignants tentent de varier les supports proposés. E, lorsqu'ils tentent de varier les démarches, les stratégies d'apprentissage, en passant par de la manipulation, par du jeu, etc. Le type F, c'est lorsque les enseignants nous expliquent qu'ils proposent un travail complètement différent, pensé aussi bien au niveau des démarches, des supports, etc., mais qu'ils tentent quand même de conserver le même objectif d'apprentissage. Et enfin, le type G, qui apparaît après 6 mois d'ancienneté, c'est un type, alors que certains auraient plutôt tendance à caractériser d'individualisation et pas de différenciation. Nous l'avons mis de cette façon-là, mais les catégories ne sont pas stabilisées. C'est lorsque ces enseignants débutants, finalement, constatent qu'il y a tellement de retard ou de lacunes chez certains élèves qu'ils n'arrivent pas à combler, et qu'ils finissent par proposer un parcours complètement différencié, en différenciant et le travail, les supports, mais surtout l'objectif d'apprentissage. Alors, ce que l'on peut constater tout de même, c'est que les résultats montrent que globalement, les mêmes types de différenciation sont utilisés après 3 mois et après 6 mois. Les différences sont surtout visibles au niveau des types D, E et F. Donc D, la variété de support, E, les stratégies d'apprentissage, et G, excusez-moi, pas F, l'individualisation qui est proposée. Alors, beaucoup de recherches ont mis en avant les dangers de l'individualisation, mais visiblement, ces stagiaires, ou en tout cas un stagiaire sur 10 à peu près, eh bien, après 6 mois, finit par individualiser les apprentissages au risque de stigmatiser ou de creuser encore les écarts. Alors, après avoir observé donc les types de différenciation, nous les avons questionnés sur les disciplines concernées par la différenciation. Dans quelle discipline propose-t-il de la différenciation? Je vais laisser Agathe vous en parler. Alors, vous pouvez constater donc qu'après 6 mois d'expérience, les stagiaires donc proposent davantage de différenciation et ce dans toutes les disciplines. Ainsi, au bout de 3 mois, il n'était que 13% à faire donc de la différenciation en EPS. Après 6 mois, ils sont plus de 28%, soit un enseignant sur 4. Et en sciences, eh bien, on constate également une augmentation puisqu'ils sont 6% à proposer une différenciation à 3 mois et 12% à 6 mois. Mais vous constatez également que les mathématiques et le français restent donc les disciplines dominantes. Et nous les avons interrogés. Pourquoi ce choix? Pourquoi les mathématiques et le français et non pas d'autres disciplines? Alors, voici les réponses qui nous ont été fournies. Vous constatez qu'en fait, ce sont les disciplines où ils constatent qu'il y a le plus d'écart donc entre les élèves, pour plus de 33% donc, des fonctionnaires stagiaires, et un tiers précise également qu'il s'agit des disciplines où ils interviennent le plus fréquemment. Alors maintenant, il y a des disciplines qui sont très peu concernées, en fait toutes les autres, par la différenciation. Et nous avons donc demandé à nos enseignants stagiaires ce qui pouvait expliquer l'absence ou la faiblesse de différenciation dans des disciplines comme le sport, l'anglais, etc. Et là, 3 raisons nous ont été alors avancées.
La première serait liée à un manque de formation et donc également corrélée à un sentiment d'incompétence dans la discipline. Nous avons des remarques, il nous faudrait d'abord que je maîtrise moi-même la discipline avant de pouvoir proposer la différenciation. Ces enseignants fonctionnaires stagiaires donc pointent notamment le manque de culture disciplinaire et didactique dans certaines matières et remettent également en cause la formation initiale. La deuxième raison qui est donc avancée pour justifier l'absence ou la faiblesse de différenciation dans certaines disciplines, c'est le rapport que le stagiaire entretient avec la discipline. En effet, certains fonctionnaires stagiaires déclarent ne pas aimer la discipline qu'ils enseignent ou du moins en avoir gardé un mauvais souvenir en tant qu'élève, ce qui semble faire écho aux travaux portant sur le vécu disciplinaire menés par Reuter, publié en 2016. Nous avons donc un impact de ce vécu scolaire sur nos futurs enseignants ou stagiaires et Reuter note notamment que quel que soit le niveau scolaire, par exemple, la discipline histoire-géographie est souvent vécue plus négativement que positivement. Et enfin, une troisième raison s'est dégagée, c'est la représentation de la discipline enseignée par le stagiaire. Nous avons des remarques du style « l'enseignement de l'anglais se fait essentiellement à l'oral, donc il n'y a pas besoin de différencier à l'oral ». Ou alors, ce sont des disciplines où la réflexion des élèves est souvent utilisée, il est donc difficile de mettre en place une différenciation pour les élèves. Alors, pour bien comprendre ces obstacles, nous sommes penchés sur le cas de la discipline histoire, puisque la cohorte des M2 a été en partie donc suivie en M1. Et pour le cas de la discipline histoire, puisque seuls 13% des stagiaires donc en M2 déclarent pratiquer une différenciation, nous sommes penchés sur les réponses que nous avons obtenues dans un questionnaire qui a été posé à l'entrée de l'entrée donc en Master MEF, en première année, mais vraiment juste à l'entrée, la première semaine de la rentrée, donc de septembre. Et sur les 57 réponses que nous avons obtenues à la question, quel serait votre état d'esprit si vous deviez enseigner l'histoire en CM1 ou en CM2? 9 personnes ne se prononcent pas, 29 semblent plutôt confiantes. Par contre, 21 se déclarent inquiètes, 11 d'entre elles mentionnent bien qu'elles n'ont pas le niveau requis, d'où leur anxiété, et 2 autres considèrent l'histoire comme une discipline complexe. Et si on s'appuie sur les travaux de recherche de Benoît Falaise, publiés en 2016, concernant l'enseignement de l'histoire en France à l'école primaire depuis 1945, on peut vraisemblablement supposer, au vu de ce que nous voyons en M2, que pendant leur année de stage de M1, avec les 5 semaines de stage groupées, eh bien, nos futurs enseignants stagiaires n'ont pas trouvé, auprès donc des enseignants expérimentés qui les ont accueillis dans leur classe, eh bien, je dirais un appui et un soutien. Selon en effet Benoît Falaise, la plupart des enseignants du premier degré expérimentés en France sont en fait peu à l'aise avec la transmission de l'histoire, car ils considèrent que cette discipline exige un très haut niveau de connaissance et une démarche intellectuelle spécifique qu'ils ne maîtrisent pas correctement. De plus, concernant la mise en cause de la formation initiale, le volume de formation horaire à l'INSP en histoire est non seulement réduit, des séances de 2 heures au premier ou au second semestre en M1, mais inégal, car la moitié des fonctionnaires stagiaires bénéficient seulement d'une formation de 12 heures en histoire, les autres n'ont rien. En M2 également, les contraintes de préparation de cours, de suivi en présentiel de la formation à l'INSP, la pression également des évaluations des divers UE dans un calendrier très contraint nuisent à la qualité donc, de l'attention des professeurs stagiaires. Et donc, cette formation ne peut pas compenser les lacunes de la culture personnelle puisque sur les 57 personnes interrogées à l'entrée du M1, 54 déclarent ne lire aucune revue historique, même un magazine de bon niveau qu'on utilise souvent en France qui s'appelle l'Histoire. À la question donc posée en septembre 2018, quel mot associez-vous à l'histoire? Donc là, on a aussi refait une recherche sémantique. Une majorité écrasante des réponses peuvent être regroupées dans le domaine de l'histoire événementielle et militaire. Plus de 44 citations. Très peu de personnes, elles ne sont que 16, conçoivent l'histoire comme une discipline exigeant un comportement dynamique de la part de ceux qui suivent les cours, les amenant à s'interroger, à découvrir ou à réfléchir. Et donc, il nous semble que soit bien resté gravé le vécu en fait des classes d'examen, classes de 3e et classes de terminale, où pour réussir au baccalauréat, il faut absolument que le programme soit bouclé et que les dates indispensables de repérage dans le temps soient maîtrisées. Et donc, dans ces classes d'examen, à partir en gros du 2e trimestre, voire donc milieu du 2e trimestre, eh bien, les élèves suivent au mieux un cours dialogué, au pire un cours magistral. Ce qui expliquerait pourquoi 8 d'entre elles, dans le questionnaire, nous avaient indiqué qu'elles étaient très soucieuses de rendre leur cours vivant en utilisant soit des moyens ludiques, soit la théâtralisation. Et donc, ces vécus liés aux classes d'examen, donc de cours magistraux, pourraient peut-être en partie expliquer cette absence de différenciation. Mais bien sûr, nous devons encore creuser cette hypothèse.
De plus, en histoire, on entend très souvent en France, dans le grand public, mais aussi chez les enseignants, que pour être bon, il suffit d'apprendre ses leçons, de mémoriser les dates. Donc finalement, pas besoin de différenciation. Le tout, c'est d'avoir un cours qui soit clair. Et cette conception semble transparaître chez les étudiants de Master 1 lorsqu'on se penche sur les évaluations qu'ils ont proposées dans les séquences d'apprentissage. Sur 44 personnes, 25 avaient proposé une ébauche donc de transposition didactique. 8 d'entre elles n'avaient même pas mentionné la séance d'évaluation. 4 l'avaient inscrite, mais sans précision. 8 décrivent l'évaluation finale qui se résume à la récitation de dates, de définition, et même 2 d'entre elles avaient proposé une sorte de quiz. Je fais des vrais-faux pour évaluer mes élèves. Seulement 5 personnes avaient donc proposé une évaluation avec des exercices de nature différente, analyse de tableau, prélèvement d'informations, explicitation à l'aide de connaissances. D'où la difficulté, à la fin du M1, de répondre aux exigences des jurys du concours, qui ne cessent de rappeler dans leur rapport publié que les candidats doivent prendre en compte avant la séance la diversité des élèves afin d'éviter les difficultés plutôt que de tenter de remédier à ces difficultés a posteriori. Il s'agit du rapport du jury, donc du CRPE de l'Académie de Lille de 2018. Et ce même jury, en 2016, avait rappelé qu'il ne devait pas oublier les questions relatives à l'évaluation et la différenciation. Ce que l'on peut donc constater, c'est qu'à la fin du M1, il est très difficile pour un étudiant, malgré les années de stage et les travaux sur les dossiers, de saisir la réalité de la différenciation, de l'intégrer dans ses préparations de cours. Il faudra donc attendre le stage en responsabilité pour découvrir la nécessité de la différenciation. Donc, pour conclure, ou plutôt ne pas conclure, entre donc quelques remarques et constats de la poursuite donc, de notre projet, cette étude montre que l'un des premiers défis de la formation initiale pour former des enseignants inclusifs consiste à transformer les conceptions de l'éducation inclusive, d'abord en commençant par clarifier la notion de diversité à l'école. En effet, à l'heure actuelle, les enseignants sont conscients du fait que les élèves n'apprennent pas de la même manière, mais pour autant, ne parviennent pas à dépasser l'appréhension de la diversité dans son rapport à la norme. Donc, on a soit élèves en difficulté, soit élèves avec des facilités. Après 6 mois d'ancienneté, la plupart des enseignants débutants déclarent pratiquer une pédagogie différenciée pour répondre à l'hétérogénéité de leur classe et proposer jusqu'à 3 ou 4 formes de différenciation. Mais les types les plus utilisés restent l'aide ou l'étayage sous forme de reformulation de consignes ou d'allègement de la tâche. Et pour 10% d'entre eux, une individuation du travail pour certains élèves. Par ailleurs, l'étude révèle que la différenciation pédagogique est envisagée principalement en français et mathématiques, même après 6 mois d'ancienneté, au détriment d'autres disciplines, ce qui interroge la formation dispensée à l'ENSP. Pour ne pas conclure complètement cette recherche qui est en cours, nous poursuivons la collecte et l'analyse des données. Et voici ce que nous envisageons pour la suite. Interroger une nouvelle cohorte de M1 à la rentrée et à la fin de la première année sur leur représentation des différentes disciplines. Interroger une nouvelle cohorte d'enseignants, fonctionnaires, stagiaires en M2 sur la gestion de l'hétérogénéité afin de consolider nos résultats. De réaliser donc les observations de classe et entretiens avec ces enseignants étudiants et également interroger les conceptions et pratiques de différenciation d'une centaine d'enseignants maîtres formateurs, ceux qu'on appelle les EM. Je vous remercie pour votre attention.